Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, votre rendez-vous interactif sur la page Facebook de Décideur TV. Vous pouvez poser toutes nos questions à nos invités au cours de l'émission et participer à la gestion en direct de ce fonds complètement transparent. Alors, les invités, vous les connaissez. Les usual suspects sont autour de la table avec Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour. Notre analyste, Paul Schforer, notre Bonjour. gérant, notre économiste. Bonjour Paul. Petite coquille, et Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour. On va ensemble parler d'une actualité dense entre le Japon, la Fed, les résultats d'entreprise, la croissance, il y a beaucoup de choses au programme, les résultats bien sûr, très denses également, qui reviennent sur le devant de la scène. Mais on commence tout de suite par, comme on le fait souvent, une petite analyse de la situation des valeurs qui surperforment sur le CAC cette semaine et qui sous-performent. Hubert, qu'est-ce qu'il faut en Alors, déduire ? on a une semaine qui est globalement bonne, à 1% sur les marchés européens, y compris la Bourse de Paris. Donc, on perd 4% depuis le début de l'année, on va avoir l'occasion d'y revenir. Porté par quoi ? Porté par les résultats et puis une certaine accalmie macroéconomique, on va y revenir. Donc sur la semaine, on a des surperformances qui sont vraiment liées aux résultats et des sous-performances qui sont vraiment liées aux résultats. Alors évidemment, quand on est sur des valeurs sur lesquelles on n'attendait pas grand-chose, qui sont Total ou Orange, on est surpris on ne peut pas être déçu, mais à l'inverse, on est extrêmement optimiste quand on voit le résultat d'LVMH, quand on voit le résultat d'Atos ou de Capgemini, quand on voit les résultats d'Imerys, on va y revenir. Donc on a vraiment quelque chose qui... Alors que le mois dernier, sur un mois, on voit ce qui a monté, c'est ce qui était le plus cyclique, parce que c'était ce qui avait été le plus massacré juste le lendemain du Brexit. Sur la semaine, c'est vraiment les résultats qui font la différence. Thomas, une analyse sur ces résultats ? En fait, le marché est en train de reprendre son droit, entre guillemets, les titres. La valorisation des actions se fait naturellement. Puis comme il y avait un peu de retard, notamment sur les actions européennes et en particulier certaines actions françaises, c'est en train d'être rattrapé et on voit que ça va très 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 vite. Le bond d'LVMH cette semaine, un peu plus de 7%. C'est beaucoup pour une capitalisation du CAC de 4,5%. Donc une contribution importante, vous le voyez, 0,33. Un tiers de la hausse du CAC, c'est LVMH. Le Danone également, très bonne surprise sur les chiffres de Danone. Schneider qui sort des chiffres remarquables. Tout ce secteur, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, on va y revenir. Effectivement, c'est un peu ce qu'on avait dit. C'est ce qui était un peu en retard, c'était probablement ce qui était lié à la consommation, parce qu'on avait surestimé la consommation dans les pays émergents, Danone et le VMH, et ce qui était l'investissement. Non pas que l'investissement soit brillant, on va y reparler avec un deuxième trimestre, notamment en France, qui est moins fort, mais il y a quand même de l'investissement. Bon, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur la page Facebook de Décideur TV dans la rubrique commentaires. Première rubrique consacrée aux grandes tendances. Alors, la parole est à Paul. Paul, oui. Quelles sont ces grandes tendances ? Les grandes tendances, en fait, cette semaine, on s'est beaucoup intéressé à ce qui pouvait sortir des banques centrales et en partie, alors d'une part aux États-Unis pour savoir est-ce qu'ils remonteraient les taux à la fin de l'année ou pas, est-ce que les signes d'une croissance un peu meilleure arrivaient. Au Japon, eh bien, on attendait un certain nombre d'annonces. Elles ont été finalement repoussées. La troisième flèche. La troisième flèche est à prévoir, mais il y a quand même un petit peu de latence sur le sujet, on va dire. Non, c'est-à-dire il y a une annonce forte du gouvernement d'un plan d'investissement, et en revanche, la Banque centrale, elle a un peu déçu. Voilà, tout à fait, elle a un peu déçu. Bon, pour autant, le point qui était central finalement quand on s'est quitté la semaine dernière, c'était d'évoquer la problématique des banques italiennes et de la BCE. Et il y a eu un certain nombre de nouvelles puisqu'il y a les stress tests qui vont être publiés ce soir à 22h. C'est 53 banques dont il faut s'occuper. On a eu un certain nombre de déclarations qui cherchent à dépassionner le sujet et finalement on a l'air d'aborder le week-end un peu plus tranquillement qu'on ne commençait la semaine. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est en fait, les Italiennes, on a fait le diagnostic, donc on voit qu'il peut y avoir cette augmentation de capital du Montepitetienne, du Unicredit. Les Françaises, même un peu les Espagnols, ça, c'est pas trop mal.
Et puis, le stress se transmet sur les Allemandes avec un mauvais ratio de Commerzbank et un résultat positif, 20 millions d'euros, c'est quand même pas beaucoup, pour Deutsche Bank. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que les bons et les mauvais élèves se rapprochent, avec quand même des très bons élèves qui sont les banques françaises. Hein. Comment ça, je ne suis pas pour les valeurs, mais en revanche, la BNP a sorti des résultats qui sont formidables. Et puis il y a eu aussi les annonces sur les pénalités qu'on pouvait imputer aux pays que sont le Portugal et l'Espagne. Et là, il y a quelque chose d'assez positif, puisqu'on a dit qu'on ne mettrait pas de pénalité, ce qui revient à dire que finalement, on s'éloigne de l'austérité. Bon, en fait, on a le sentiment que finalement, on a pris des mesures théoriques avec des règles pour ne pas sauver les banques, pénaliser les pays qui font du déficit excessif et qu'on les applique pas. Pénaliser des pays qui font des déficits excessifs en augmentant le déficit, c'était effectivement une création un peu compliquée intellectuellement. J'ai l'impression qu'on est en train de devenir pragmatique, qu'on se rend compte que peut-être que le catalyseur a été le Brexit. Les Anglais, une fois de plus, nous ont un peu piqué. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. On commence à avoir quelques décisions communes. Ça, il faut le temps qu'il faut, hein, mais celle-là, en l'occurrence, c'est une bonne décision puisqu'elle n'enfonce pas ni l'Espagne ni le Portugal. C'est plutôt une bonne chose et on l'a vu sur les indices de ces deux pays-là et qui ont rebondi dans des proportions plus importantes que les rebonds qu'on a connus, nous. Il faut avoir en tête qu'en Espagne, le chiffre du chômage, c'est 19,9%. C'est pas le moment de l'augmenter. Oui. Voilà. Je pense que c'est très important. Et sur les banques, on a quelque chose qui est positif, c'est qu'effectivement, les Allemands étant plutôt fragiles, ils vont lâcher un peu moins la tête sur les Portugaises ou sur les Italiennes. Il faut qu'on avance. Paul, vous nous avez apporté quelques graphiques que l'on va découvrir tout de suite ensemble sur le pétrole. Oui, effectivement. En fait, après une période où le pétrole s'était établi autour de $50, il revient vers $40. C'est quelque chose qui pourrait inquiéter parce qu'on pourrait se dire il n'y a plus assez de croissance et je crois que c'est plutôt quelque chose de technique et ce n'est pas la remise en cause de la croissance pour autant au niveau mondial en tout cas. Oui, alors parlons de cette croissance. Finissez sur le pétrole. Sur le pétrole, c'est quelque chose qu'on a souvent souligné, c'est que le pétrole de schiste a su baisser ses prix de revient de manière considérable et donc on voit bien que alors qu'on imaginait qu'il fallait au moins $55, peut-être que beaucoup sont rentables à 40. Et la petite étoile là, c'est ce que vous voyez, c'est la fée Clochette qui va retirer c'est que les cours. Si on envisage effectivement on n'envisage pas qu'on reparte dans ce scénario de déflation qui était celui qui nous a un peu paniqué en janvier-février, qui a paniqué les marchés en janvier-février et qu'on est plutôt dans l'idée qu'on va se stabiliser dans cette fourchette. Parce que vous dites la croissance mondiale résiste et ce qui n'est pas le cas en France. On peut commenter peut-être la croissance française 0 au deuxième trimestre 0,7 relevé au premier trimestre. Non mais si on relève le premier trimestre... C'est ça que vous dites on fait 0,7% de croissance au premier, 0,2%. On peut être content de nous. Non, on fait ce qui va être prévu. On va faire entre 1,3 et 1,5% sur l'année. Oui, mais c'est nul quand même. On n'a pas d'investissement, on n'a pas de consommation. On a eu des grèves. Alors on se cache derrière ça. On a un surinvestissement considérable au premier trimestre. 8% de... Donc pour vous, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais c'est pas surprenant. Ah d'accord. Thomas, un commentaire. Je suis le seul à trouver ça, un carnet de notes passable. Non, c'est pas. En fait, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que on le voit au travers des résultats. Les entreprises cotées, on va avoir des résultats qui sont plutôt meilleurs qu'attendus, ce qui sera probablement un gros soutien pour le semestre qui vient, ou en tous les cas pour le trimestre qui vient. En revanche, l'économie française n'est pas faite que de L'Oréal, d'Altran et d'Airbus. Elle est aussi faite de petites entreprises qui sont étouffées au moment où on parle, qui connaissent des difficultés, des problèmes d'ajustement immédiat. Et si nos banques ne font pas leur métier, elles vont se retrouver très rapidement et donc on revient au plus mal. Je crois que c'est ce point-là. Il y a deux France en fait. Il faut effectivement qu'il y ait une reprise de l'activité du crédit. Il ne faut pas que les banques soient en trop grande difficulté, sans quoi ça peut être beaucoup moins satisfaisant. Mais 0, c'est très mauvais. 0,7 c'était trop bon aussi. 0,7 au premier trimestre. Ça fait 3,5 en moyenne, 0,35 en moyenne. 0,35 si on fait ça. Sur deux trimestres, sur deux semestres, ça fait. Si vous le payez par 4, vous êtes dans ce qu'on estimait. Hein. Le problème plus fondamental, c'est qu'on ne va pas passer notre temps à être à 0,7, 1,2, 1,4. Il nous faut 3% de croissance pour être clair.
pour que Ça, ce chômage diminue en France et que les difficultés Et les déficits également. et les déficits également, personne n'a l'intention de, puisqu'on vient de faire 11 milliards d'euros de cadeaux qui sont absolument pas financés, refilés en patate chaude à celui d'après, mais celui d'avant a fait la même chose. Oui, finalement, C'est lamentable. d'après, ça. C'est lamentable et ça n'aidera pas ce pays à un moment où il est, je pense, à un point critique. Voilà donc le petit commentaire, mais qui méritait d'être souligné parce que, en effet, on a l'impression que ça va mieux. Ça va pas vraiment mieux dans les chiffres. Mais moi, je crois qu'il faut regarder aussi au niveau international ce qui se passe. Et la grande inquiétude du début de l'année, c'était un ralentissement manufacturier dans le monde entier et aux États-Unis en particulier. Les chiffres qui ont été publiés, là, c'est un graphe que j'avais Alors, préparé. un autre graphe. Effectivement, on Donc voit... on est reparti aux États-Unis, on ne parle plus de la France. Voilà, D'accord. on est... Mais bon, on a fait une parenthèse sur la croissance française. En Qui effet, est équivalente à celle des États-Unis, précisément. Ouais. qui sur l'année va être équivalente à celle des États-Unis, mais pas après 7 ans de croissance. C'est la grande différence qu'on aura avec. Et pas avec 5% Et de, pas pas avec- avec avec 5% de chômage. Oui. Bon, allez, Paul, à vous. Fondamentalement, pour moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a une inversion qui est en cours sur le manufacturier aux États-Unis. Ce qui inquiétait énormément jusqu'à présent, c'est qu'on avait l'impression que c'était annonciateur de la fin du cycle. Et là, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et quand on regarde le focus sur toute la période Obama, on s'aperçoit qu'il a plutôt piloté des indicateurs ISM qui sont restés régulièrement au-dessus de 50. C'est-à-dire Bon, il a fait le job, croissance. alors. Il a fait le job. Alors, aux États-Unis, cette semaine, donc, c'est la fin des résultats. On est à plus des 2/3 de résultats qui sont meilleurs, semestriels, qui sont meilleurs que ce qui était attendu. Alors, c'est relativement classique, mais ça prouve que la tendance n'est pas inversée. Et puis, alors, il y a un truc frappant, ça c'est hier, les fameux GAFA, Oui. Google, Apple, Facebook, Amazon, sont qui amplifient encore. Donc, ça prouve que cette Amérique-là, en tout cas, elle va vite. Hein. C'est peut-être celle qui vote Clinton, mais elle va vite, celle-là. Alors, on enchaîne encore un graphique, Paul. C'est sur l'Allemagne, non? Non, oui, pardon. Sur Oui. l'Allemagne, effectivement. Non, là allez, on aussi, y va. oui, pardon. Sur l'Allemagne, eh bien, on est dans une situation où on a une relativement bonne résistance de l'Allemagne. Ce matin, on a eu une publication du chiffre du PIB qui est autour de 1,6. On a eu aussi quelque chose de positif qui est une inflation qui est presque... La co-inflation serait à 0,9, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ça repart, c'est ça? Il y a un Ça petit veut peu de dire qu'il dynamisme qui y a un remonte. peu plus de dynamisme et finalement, on a moins qu'on ne le craignait le contre-coup du Brexit. Bon, ça demande à être vérifié, ça demande à être confirmé, mais sur le plan macroéconomique, le paysage est un petit Si peu on résume, meilleur. Ça va prendre du temps. Si on Le résume, Brexit, quoi qu'il arrive, ça va prendre du temps. Voilà. C'est aussi ça que ça veut dire. Évidemment, le lendemain, la livre sterling se perd de 12%. On dit que c'est énorme, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si on résume, on a l'impression qu'il y a deux France, on a l'impression qu'il y a un hiatus entre la France et l'Allemagne, on a l'impression qu'il y a un hiatus entre les États-Unis et l'Europe. Enfin bon, Pas tant il n'y a que ça. que des dichotomies un peu partout. Non, moi, je pense que le hiatus, il est entre la France et le reste de l'Europe, dans sa dynamique en tous les cas, beaucoup plus que entre les Allemands, quand ils se comparent aux États-Unis, ils se rassurent. Ils ont un taux de chômage qui est faible. Alors on parle des petits jobs, des trucs comme ça. Tout ça, c'est du marketing. Il faut des populations, malheureusement, au travail, quoi qu'il en soit. Ça permet de nourrir un projet commun. Aujourd'hui, on n'a pas, chez nous, ce projet commun. En tous les cas, il n'est pas matérialisé, il n'est pas incarné non plus, ni à droite ni à gauche, si je devais faire un peu de politique. Et donc, économiquement, même les entrepreneurs, en tous les cas, je ne parle pas de ceux dont on se repaît dans chaque émission où on voit Emmanuel Macron, c'est très intéressant, mais enfin, c'est pas l'économie réelle non plus. Il y a des artisans en France, des gens qui ont du mal, des entreprises qui vont être confrontées à des problèmes de besoin en fonds de roulement à la rentrée. Pour moi, c'est un vrai sujet. Est-ce que les banques suivront? Premier sujet. Et est-ce que la confiance reviendra? Deuxième sujet. Confiance quand vous êtes absolument abruti par les charges. On ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Et cette croissance zéro en France, quand même, n'est pas de très bon augure pour le moral Non, des chefs ça aurait été d'entreprise, de ceux mieux dont on qu'ils parle. révisent de 0,7 à 0,6 et qu'ils en fassent 0,2. Ouais. Pour le deuxième Ça aurait été trimestre, dans le meilleur ça aurait été sens. psychologiquement Ouais. bien meilleur. Bon, ok, on on va voit bien, refermer. ça a été vite et il y a un coup de frein. Allez, on enchaîne avec la Le suite de l'émission consacrée à notre tableau de bord.
Voilà, c'est une mauvaise virgule, mais c'est pas grave. Le tableau de bord quand même pour commencer. Alors Paul, on va le voir ensemble avec ces feux. Oui, alors les feux en fait ne bougent pas beaucoup, simplement la version au risque qui était passée à l'orange la semaine dernière revient au vert, la flèche est dans le bon sens cette fois-ci. C'est bien. Et donc on est finalement dans une forme de stabilité. C'est pour ça que je voulais un petit peu regarder l'historique pour qu'on mesure bien finalement ce qui s'est passé depuis le début de l'année et qu'on compare en fait la première période où il y a énormément d'orange et de rouge, qui est la période finalement 18 janvier 20 février. Il faut avoir de bons yeux, hein, mais on vous fait confiance. Regardez les grandes masses. Les grandes masses, on voit que c'est très troublé et on voit que finalement le Brexit qui nous occupe autour du 20 juin, c'est une petite période qui a beaucoup moins d'effet, c'est-à-dire que l'économie mondiale globale est dans un cadre qui est bien meilleur. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui le focus, il est certainement à poser sur la partie microéconomique. Et c'est pour ça que on a isolé le momentum microéconomique. Le momentum microéconomique, si on fait un focus, depuis le mois de juillet 2015, il s'était très fortement détérioré. Depuis le mois d'avril, il allait un petit peu mieux. Les révisions de résultats ont été légèrement décevantes, les révisions d'anticipation des résultats par les analystes ont été légèrement moins bonnes dans la période qui vient de s'écouler, là, toute récente, influencée peut-être par le Brexit. Et la question est, en effet, celle que vous avez posée, est-ce que les résultats qui tombent cette semaine et qui vont se prolonger vont inverser cette courbe? Il y a une question, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est le sentiment. C'est-à-dire que les patrons français, ils font des performances super canons, soit en chiffre d'affaires, soit en marge, soit les deux, dans le colonel. Mais néanmoins, quand leur directeur financier parle aux analystes financiers, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sentent pas l'impulsion. Et mine de rien, même si ce sont des groupes internationaux, ils sont quand même basés en France, ils ont quand même beaucoup en France, ils ont souvent des impôts aussi en France. Oui. Thomas, un commentaire? Oui, enfin, je pense que sur le momentum micro, on aura des bonnes surprises. Et comme l'a dessiné Paul sur ce graphique, on risque de constater cette inflexion. Les résultats qui tombent en ce moment, franchement, sont meilleurs qu'attendus. Même aux États-Unis, ils sont meilleurs qu'attendus, à vrai dire, ou moins mauvais qu'espérés, plus exactement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ça tient. Et comme on a des taux d'intérêt qui vont être maintenus bas pour un petit moment encore, on a de la visibilité. Et comme on a de la visibilité, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, d'un marché qui se comporte bien et d'entreprises qui soient sur des vrais modèles de valorisation. Tout à fait. On va réduire la décote. L'exemple qu'on a parlé la semaine dernière, c'est Danone. Danone met 12 milliards sur la table. Danone n'a pas 12 milliards sur la table. Les banquiers de Danone donnent à Danone de quoi mettre 12 milliards sur la table. Et finalement, tout le monde dit on y voit plus clair. Voilà. C'est ça en qui attendant, on reste en mode 3. Oui. Météo a changé. Voilà. Et on enchaîne tout de suite avec la partie performance. Alors, on va la découvrir ensemble, cette performance. Voilà, on l'avait vu de toute façon dans le premier tableau, plus 1,2 pour Interaction cette semaine, plus 1,01 pour le CAC, avec un écart toujours, Thomas. Oui, toujours. Bon, alors là, on met le CAC dividende réinvesti, je le rappelle. C'est le CAC dont vous entendez parler et lui en repli de 4%. On va rattraper on rattrape doucement mais sûrement cet écart avec l'indice, puisque je vous rappelle que c'est essentiellement L'Oréal qui a beaucoup progressé depuis le début de l'année, qui pèse lourd dans l'indice, et LVMH. Voilà, donc là vous retrouvez dans les valeurs qui ont soutenu l'indice cette semaine, vous retrouvez effectivement les valeurs qui ont soutenu l'indice. On a Atos, très belle surprise, 12,40 de performance, on en a 3%, ça fait une très belle contribution, et absolue et relative. LVMH, le fait d'en avoir autant que l'indice, finalement, ça nous amène une contribution absolue de 0,30 et relative négative, mais il fallait en avoir. Vous voyez que les résultats des FH sont très bons. Et FH, on a de la visibilité, des taux qui baissent, des gens qui roulent un peu plus parce que le gazole est moins cher. Donc des résultats qui sont rendez-vous. On a l'impression qu'on a bien choisi.
que Fage fait un peu mieux que Vinci. Oui, C'est-à-dire alors, la c'est un publication de arbitrage. Vinci, la publication de Vinci, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage. Bon, alors c'est le même métier globalement, mais c'est une question de contrat, c'est une question de. Voilà, puis on retrouve Thales, j'insiste sur Thales et Safran, qui sont des très bonnes surprises, hein, encore des chiffres très solides de Safran aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure. Et puis au chapitre des mauvaises nouvelles, vous avez Total. Alors il ne faut pas se tromper, hein, sur les plus hauts, Paul parlait du pétrole tout à l'heure, on est en recul de 13% sur le plus haut du pétrole depuis le début de l'année, donc ça commence à avoir un impact. Pour moi, on est à un niveau qu'il faut surveiller. Si on passe en dessous du niveau actuel des 41 $, il va falloir faire attention parce qu'on peut rebasculer dans Total, un les very bad trip. La marge par baril au deuxième trimestre est exactement le double de ce qu'elle était l'année dernière. Donc, Exactement. donc ça va extrêmement vite. Bien sûr. Et dans les publications de BP cette semaine, ce qu'on a vu qui était assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui la marge par baril elle est de 0,10 chez BP, là où il y a encore un an, elle était de $3,50. Oui, alors chez Total, pour le moment, elle est encore de 4,50 ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc ça peut aller terriblement vite. Bon, il y en a un qui est constructeur et l'autre qui exploite ses propres puits, etc. On va revenir sur tous ces résultats parce que c'était une actualité dense cette semaine dans notre partie gestion. La gestion donc d'interaction avec, en effet, je le disais, une actualité très dense cette semaine. On va commencer avec vous, Hubert. Vous allez nous rappeler un petit peu ce qui vous a marqué. Alors, je crois qu'on peut se concentrer sur les résultats qui ont été publiés par les valeurs dans le portefeuille, puisqu'on a une vingtaine. Hein. Donc ça va assez vite. Donc on a dit Atos. Il relève sa croissance organique. Capgemini sort des résultats canons et il fait un peu le même métier. On a aussi de très bonnes publications d'Alten et d'Altran. Donc ça nous conforte dans notre... Et d'Assystem dans l'ingénierie. Oui, ça nous conforte dans les investissements sur l'investissement des entreprises pour diminuer leurs coûts, finalement. C'est ça qui... donc, je sais pas, bon, deuxième chose, LVMH, on a dit, il stabilise ses marges, c'est absolument inattendu, j'allais dire. Oui, et ils vendent Nakaran, ce qui était plus ou moins attendu, mais on voit qu'il arbitre bien son portefeuille, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas, hein, quand ça ne marche pas comme il le souhaiterait, il coupe, on sort et on fait autre chose avec l'argent et on peut lui faire confiance. Sur Hermès, il s'est pas trop mal débrouillé. Il fallait quand même réussir à se faire autant d'argent sur son concurrent en si peu de temps, c'était remarquable. Là sur de la 40 c'est pas mal. Et donc peut-être un petit impact sur le free cash flow qui est excellent. Alors, pour le secteur est bon quand même, objectivement. Ah oui. Hermès a publié des résultats super canons. Kering aussi. Et puis Kering, quasiment divine surprise de Gucci. Okay. Et Puma pas mal. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit point, parce que je l'ai oublié, c'est ma faute, sur en effet les arbitrages récents. Juste pour dire qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Merci Thomas. C'est comme les banques centrales. La nouvelle est d'avoir joué avec nous, mais ça méritait d'être dit. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, Imerys. Chiffre d'affaires décevant et marge formidable. On n'a pas ça dans pas mal de valeurs de l'industrie. On a ça un peu chez Saint-Gobain, chez Nexans. C'est quelque chose qu'on aperçoit. C'est l'excellence de la gestion qui est face... Ils ont tellement anticipé sur la baisse de chiffre d'affaires que même quand elles arrivent, même si elles sont plus modérées compensées, les marges sont tenues. C'est ça, le pari d'Imerys, c'est une pari de gestion. Quand on vous écoute, on a l'impression que tous les résultats sont plutôt satisfaisants. Vous voulez qu'on passe au négatif ? Non. Mais on sent qu'il y a un momentum, on parlait du momentum microéconomique, qui est quand même plus en faveur des bonnes surprises. Oui. Je me trompe, Michelin, je reste dans les bonnes surprises. Michelin, prudence sur le secteur, mais c'est pas mal. Et puis tout le secteur... à l'exception de Renault qui fait un mois que Peugeot, donc c'est plutôt de l'arbitrage, mais Volkswagen avait commencé, Peugeot commençait, moi j'aime beaucoup Plastic Omnium qui est une affaire alors là, qui a fait de l'investissement. Monsieur Burel lui voit loin, même Forestia, Valeo. Donc on a un secteur, on n'en avait qu'une, mais c'était une bonne, je crois qu'il n'y a pas de problème. Bon, Thales Safran, donc c'est supérieur. On publie mieux, c'est ça, Thomas. Oui. Et puis, peut-être un mot de Safran. Oui, c'est une vraie tendance. Moi, j'aime bien parce que c'est une tendance aussi sur les free cash flow qui s'améliorent essentiellement pour tout le monde. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi l'effet de la baisse des taux d'intérêt. Hein. Sur les entreprises qui ont beaucoup investi avec des taux d'intérêt qui passent en moyenne de 2 à 0,50 pour ces maisons-là,
vous imaginez, c'est un impact sur le résultat net immédiat et sur les free cash flow, surtout s'ils en profitent pour réorganiser leur dette. Là, tout ça, on tient. Paul? Et en fait, moi, je crois que c'est important de voir que toute la volatilité qu'on a eue au premier semestre, finalement, a amené des réactions et des prises de conscience, des décisions ont été prises sur le plan macroéconomique dont on va commencer à voir les effets dans les entreprises pour le deuxième semestre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans l'adversité, mais ça se construit. Alors, on va finir avec les bonnes nouvelles. Décision micro, alors là, pour le coup, EDF. Donc, EDF, c'est un peu mieux. D'abord, c'est un peu mieux que le pire qu'on attendait. Ensuite, il y a cette décision d'investissement britannique qui doit être compliquée à comprendre. Et puis enfin, il y a, comme on l'a souvent souligné, pour EDF, le fait d'allonger la durée de vie d'une centrale est beaucoup plus important pour la finance que à peu près tout. Et puis notons cette remarquable manipulation sur RTE, qui, je rappelle, est le réseau de transport d'électricité, qui a été vendu pour 50% de la Caisse des dépôts, et hop, je te remets 3 milliards d'euros dans l'entreprise C'est quand même un par jeu de l'État. bon taux exceptionnel, parce qu'on a EDF qui va refinancer Areva, qui achète les aéroports, cet argent va servir à recapitaliser EDF, enfin, bon, on est vraiment dans le... Oui, rien de secret. on fait du mécano, ça, Emmanuel une super Macron. boîte. Laquelle? EDF. EDF, oui, non, que ce soit une belle boîte, mais qu'on s'en serve pour tous les délires à la française, c'est pas normal. Comme vous le disiez, c'est pas le premier gouvernement qui fait ça. Non, et quand vous faites ça avec RTE, vous retirez une valeur de qualité du portefeuille d'EDF. Ça, moi, c'est ce qui me gêne le plus, parce que à terme, vous retirez de la valeur d'EDF. On a réussi à sécuriser le financement, c'est une des raisons pour lesquelles le cours d'EDF tient autant aujourd'hui, et ça tombe bien parce que c'est le pari qu'on faisait. Je rappelle qu'on en a un petit peu en portefeuille tout de même, et que donc ça bénéficie bien au portefeuille. Ça a été sorti de l'indice, parce que c'est une valeur politique. Voilà, exactement. Alors, bon, on a pris une super boîte, mais on a pris de l'argent. Je pense Attendez, on va voir le prendre des portefeuille. bénéfices. On en a combien d'EDF? Alors EDF, on en a, pardonnez-moi, on en a 1,90%. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On bouge là-dessus ou pas? Pour l'instant, on va pas bouger parce qu'on va être dans le flot des bonnes nouvelles, donc on va garder ça. L'argent, la trésor est sécurisée, ce qui déjà donne de la visibilité. Il y a peut-être même une prime à l'échec d'Hinkley Point si les Anglais... Madame May décide de passer son tour. Il va y avoir des allers-retours. Bon, c'est plutôt un bon. Je finis sur les bonnes nouvelles du portefeuille. Total, on a dit un mot, donc marge du baril de 5 $ contre 2,23 $. Les chiffres de BP, ceux de Royal Dutch sont bons, ceux de BP peuvent inquiéter. Donc on a un secteur qu'on surveille. Ok, les mauvaises nouvelles rapidement. Les nouvelles neutres. Il y a des nouvelles neutres. Les nouvelles neutres, KPN et Orange, on va dire. KPN et Orange, ils font ce qu'ils disaient. Et voilà. C'était pour ça qu'ils étaient un portefeuille. Et Sanofi. Alors on peut dire, Sanofi, ça baisse cette semaine. Ça baisse cette semaine. Moins 5% de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui est pas bon chez Sanofi? On le sait, c'est le diabète. Ça fait maintenant 2 ans qu'on en parle. Ce qui est pas bon chez Sanofi, c'est le diabète. Ça fait quand même ce qu'on attendait. C'est pas bon. C'est neutre. Donc vous le mettez dans les neutres. Je le mets plutôt dans les neutres que dans les négatifs. Entièrement d'accord. Alors dans les négatifs, il y a Carrefour. Donc Carrefour, c'est moins que ce qu'on attendait. Voilà. Oui, mais c'est lié à la croissance zéro, pas de consommation. Ouais, je trouve que sur Carrefour, le marché est bien difficile, parce que on a quand même des free cash flow qui vont s'améliorer. C'était une des craintes qu'on avait sur Carrefour. Ils consacrent 32% de leur capacité d'exploitation à la rénovation de toutes les surfaces commerciales. Ce sera bientôt terminé. Et quand ça va être terminé, pardonnez-moi, mais ça va pour moi, oui, ça va libérer. Donc, et si on écoute Georges Plassa, on devrait gagner 0,3%, 0,4% de marge. Vous n'êtes pas pour garder Carrefour? Si, je suis pour garder Carrefour, mais moi je suis même pour le compléter avec du casino, donc pour prendre du risque sur la France précisément. Mais oui, alors les résultats... Casino, maintenant, on a eu les mauvais résultats du Brésil. Voilà. C'est ça. Thomas, alors sur la distribution, est-ce qu'on bouge? On a du Deleuze. D'abord, on a du Deleuze qui a formidablement bien marché. On a Carrefour, effectivement. Je renforcerai... Enfin, je ne suis pas prêt à racheter du casino, mais je serais plutôt prêt à renforcer Carrefour. Parce que on en a, elle corrige, profitons de cette correction qui ne me semble pas dans les mauvaises nouvelles. Sur ça, oui, tout à fait. Mauvaises nouvelles, on en profite. On prend quoi alors? Carrefour, on va en prendre 1% de plus. 1%, on a 1,69, on aura 2. Au moins être à 2,5, voire à 3%. Mauvaise nouvelle, Score.
Ah. Alors, catastrophe naturelle, vous savez qu'il y a eu des incendies au Canada, ça vous avait peut-être échappé, mais il y a eu des vrais incendies. Et donc, il y a ça, et puis l'annonce d'un plan stratégique en septembre. Donc tout le monde se dit, s'ils annoncent un plan stratégique, c'est qu'il y a des problèmes, mais il y aura peut-être des solutions, mais donc forcément, dans une ambiance où les financiers ne sont pas adorés, il y a 16% de baisse du chiffre d'affaires, du bénéfice, mais c'est une affaire de réassurance, donc ça se voit très loin. Ok. Ouais. Donc, Thomas Non, moi je touche pas, ne bouge pas. On les conserve. Regarde, Dernière chose, Technicolor, qui est en dessous, mais qui confirme. Alors, c'est très compliqué parce que le trimestre est moins bon, mais il confirme que l'année sera comme là, ils ont des contrats longs, je crois qu'on peut leur faire confiance. Voilà, c'est l'objectif de Technicolor. On a souvent été déçus. Elle est un peu volatile, alors de temps en temps on prend des claques comme cette semaine, Voilà. moins 5,29. Il faut s'y faire. On en a 0,78 pour cette raison d'ailleurs. On n'en a pas beaucoup plus parce qu'on a déjà gagné pas mal d'argent dessus. Chargeur, vous voyez aussi, parce que tant qu'on en est à discuter de ce qui ne va pas cette semaine, Chargeur a un peu corrigé. Là aussi, je trouve que les chiffres sont... 50% en 2 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Donc, faut qu'on s'habitue aussi à prendre un peu de distance c'est avec la ces mondiale, variations. Chargeur. C'est encore un truc. Voilà, exactement. différent. Moi, j'y crois, notamment sur les zones émergentes. Donc, D'accord. ouais. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc on a renforcé Carrefour. Est-ce C'est-à-dire d'autres qu'il y a idées eu un tel paquet de résultats qui sont tombés que de toute façon, il ne faut pas imaginer qu'on puisse les analyser tous à fond. Non, mais vous avez des envies faire souvent. Non, moi, ce que je retiens, comme je l'ai dit, Imerys, c'est un exemple. Schneider, Saint-Gobain, Nexans sont des exemples comparables. Est-ce qu'il faut les saisir? Nexans, ça prend 16% cette semaine, probablement pas le lendemain du jour où ça a pris 16%. Mais ce secteur des industriels D'accord. qui ont su d'abord gagner par les coûts, le jour où il y aura un petit pet, et Saint-Gobain a annoncé qu'il pensait être bien placé en Angleterre pour la relance budgétaire, pour les investissements publics. Saint-Gobain est bien placé en Allemagne, bien placé en France. C'est ce secteur-là qui me titille un peu. Encore une fois, Schneider, Saint-Gobain. Et puis cette semaine, j'oublierai pas de regarder le secteur bancaire, parce qu'on va avoir 2-3 résultats, donc je peux vous dire que ça va un peu brasser la semaine prochaine. Mais nous, on sur le n'en a secteur. pas beaucoup. On avait du Lixor. On n'en a plus du tout. On est sorti de... Moi, on a de banque, mais ça vaut, parce que c'est trop compliqué. Okay. Et puis, effectivement, il y a une bonne nouvelle. Quand la BCE, pour sauver des banques allemandes ou autres, ou pour les aider, diminue les taux de provision, change les ratios. Mais changer la règle, changer le thermomètre, c'est pas forcément très très bon pour le bilan. Bon, une dernière question pour finir. L'été est parfois acrobatique, rock'n'roll, appelez-le comme vous voulez, le mois d'août notamment. Voilà, vous partez serein sur les plages. Moi, je pars avec l'appui des résultats qui sont bons, avec une perspective de taux qui ne vont pas bouger de mon point de vue pendant cet été. Donc, quels sont les facteurs qui nous menacent? Je regarderai quand même le niveau du pétrole, je le redis. Et puis, on a de la géopolitique qui peut aussi menacer la consommation, à commencer par l'Europe, qui est aujourd'hui un facteur de soutien important de tous les cours des entreprises. Il ne faut pas se tromper. C'est la consommation. Donc, et en France, notamment, à cause de l'actualité, c'est quelque chose d'un peu pénible. Et puis on a ce rendez-vous du référendum italien à l'automne, pour moi, plus que les États-Unis. Ce rendez-vous, il est conditionné au rendez-vous bancaire italien. Oui, voilà. Oui, et parce que je pense que le rendez-vous qui pourrait avoir plus d'importance, c'est peut-être aux États-Unis, le Trump-Hillary qui génère des réactions qui ne sont pas les mêmes. Que si jamais on arrivait à l'isolationnisme pur, ça serait peut-être assez bon pour l'économie. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt de dire que Trump est peut-être un pragmatique et qu'il sera ça aura peut-être des conséquences plus, économiques. Voilà, des effets économiques dans l'investissement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à vous, messieurs. Bonnes vacances. Merci à vous de nous suivre. Bonnes vacances également. Et on se retrouve la dernière semaine d'août. Ça doit être le 29 août. 29 semble-t-il. Oui, quelque chose comme ça. Non, 27, je dirais. Mais bon. Surprise. Le dernier vendredi d'août. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci à tous et très bel été. Oui, il y a 31 jours, donc c'est pas un multiple de 7.